Mesdames et messieurs, la première table ronde démarre maintenant. Vous avez à peu près une petite demi-heure. On se retrouve tout de suite après. C'est parti pour la première table ronde. Merci pour cette introduction. C'est rare que nous soyons introduits comme ça, nous les enseignants-chercheurs, mais merci beaucoup. Je suis donc Elsa Pibou, je suis enseignante-chercheuse en sociologie à l'école d'ingénieurs de Purpan, qui est partenaire du salon. Mes thématiques de recherche portent sur l'installation et la transmission des exploitations agricoles. Je travaille dans un laboratoire qui s'appelle le LIST Dynamique Rurale. Et donc on va discuter aujourd'hui de la question du renouvellement des générations, qui est une question passionnante. Et bien sûr, en 27 minutes et 52 secondes, nous allons donc ensemble ce matin relever ce défi du renouvellement des générations. En tout cas, quelques mots peut-être juste pour introduire nos échanges. Dans notre région, la situation elle est claire. Il y a 50% des exploitations agricoles qui sont dirigées par des agriculteurs ou des agricultrices de 55 ans ou plus. Et en 2022, donc on a un nombre quand même assez intéressant d'installations. Ça représente à peu près 14 000 personnes qui se sont installées. C'est un chiffre en très légère hausse, mais ça ne suffit pas à compenser le nombre de départs et de personnes qui cessent leur activité. Ça signifie qu'en fait, près d'une exploitation sur 5, elle reste sans repreneur aujourd'hui. Donc le défi de renouvellement des générations et le thème de cette table ronde est vraiment très important. On a des raisons d'être optimistes, par contre, parce qu'il y a des nouveaux profils, nouvelles personnes qui s'installent, des personnes hors cadre, des jeunes diplômés, plus de femmes, des pluriactifs. On voit aussi se développer des formes sociétaires. Bref, il y a raison d'espérer. Et on est là justement pour discuter ensemble ce matin avec les intervenants des leviers et des freins au renouvellement des générations. On va peut-être commencer, on va parler de l'avant-installation, pendant l'installation et après l'installation. Et ma première question donc, est pour Clémence Bernier. J'aimerais bien que vous nous parliez de votre parcours. Vous êtes hors cadre familial. Est-ce que vous pourriez nous préciser comment vous vous êtes installé sur votre exploitation? Et vous êtes au JA. Et donc j'ai cru comprendre que dans l'Aveyron, vous étiez actif aussi pour aider les jeunes à s'installer. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, merci. Donc Clémence Bernier, moi je suis installée en GAEC avec mon mari dans l'Aveyron en production bovin-viande. Je ne suis pas du tout issue du milieu agricole, ni parents ni grands-parents à la base, mais j'ai toujours défendu les agriculteurs, on ne savait pas trop pourquoi. Et puis au moment de mes études, à la fin de la seconde pour mon orientation, j'ai voulu partir dans un bac technologique dans une filière agricole et on m'a dit que je n'étais pas fille d'agriculteur, donc j'avais rien à faire là. Donc je suis partie dans une filière aménagement paysager qui certes reste un bac agricole, mais qui n'a pas vocation forcément à s'installer. Et puis j'ai rencontré mon mari avec le temps et je me suis installée avec lui. Aujourd'hui, je suis très épanouie dans mon métier et le point de vue de quelqu'un qui n'est pas issu du milieu agricole permet parfois d'ouvrir certaines questions du travail qu'on fait habituellement, qui est en fait, par le point de vue de quelqu'un d'autre qui n'est pas du tout ici du milieu, peut des fois paraître une perte de temps ou pas forcément très logique. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas du milieu agricole a tout à fait sa place sur les exploitations. Et du coup, au niveau des jeunes agriculteurs de l'Aveyron, donc je suis vice-présidente installation depuis cette année. Et le travail qu'on fait, c'est aider les jeunes à s'installer en maintenant un accompagnement à l'installation qui est fort. En discutant, en ayant des réunions très régulièrement avec toutes les entités qui les accompagnent lors de leur installation, avec la région aussi. Et là, actuellement, voilà, c'est pour nous un gros travail de traiter les dossiers qui arrivent, des jeunes qui risquent d'être en déchéance avec leur demande d'installation avec la DJA, donc la dotation jeunes agriculteurs. Et avant que ces déchéances soient prononcées, on les contacte vraiment, c'est un travail de tous les jours, pour qu'ils renvoient tous les documents qu'il y a à renvoyer ou pour régler les soucis qu'il y a par rapport à leur installation qui font qu'ils pourraient devoir rendre cet argent qui leur a été octroyé. Donc des difficultés pour certains jeunes qui veulent s'installer. Cécile Gazot, vous êtes spécialiste des questions d'installation, justement. Est-ce que vous avez identifié dans vos travaux des leviers ou des éléments justement qui peuvent permettre aux jeunes de pallier à ce genre de difficultés ?
Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, Cécile Gazeau, moi je suis docteur en sociologie, j'ai soutenu une thèse sur la multiplication des dispositifs de soutien à l'installation et sur les politiques publiques de soutien à l'installation. Aujourd'hui, c'est vrai que le plus gros défi auquel fait face cette politique publique, donc, qui est gérée à différents échelons, hein, que ce soit européen, national, régional, et aussi de beaucoup de collectivités territoriales qui s'emparent de cette question par enjeu. L'enjeu aujourd'hui, c'est de prendre la mesure de la diversité des candidats à l'installation en termes à la fois de profil, de trajectoire, mais aussi de formation, d'expérience. Et les plus gros freins finalement à l'installation, ça va être la question du foncier, de la question de l'insertion dans le territoire, aussi de l'acceptation par le voisinage, par l'entourage, par les autres agriculteurs, faire sa place dans l'agriculture, qu'on soit enfant ou non d'agriculteur, parce qu'en fait il y a aussi des enfants d'agriculteurs qui décident de faire un parcours à l'extérieur de l'exploitation, qui n'envisagent pas forcément de reprendre, mais qui reviennent sur l'exploitation plusieurs années après et qui ne sont pas forcément beaucoup mieux acceptés finalement que des personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole. Donc ces freins-là sont importants. Il y a des freins qui peuvent être liés au financement des exploitations, parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, les exploitations ont eu tendance à grossir, et ce qui fait que leur taille, le capital qu'il faut investir dans ces exploitations peut être un frein. Donc il y a énormément d'initiatives aujourd'hui, publiques et privées, qui se positionnent sur ces freins-là. Et la question de la formation aussi est cruciale, c'est-à-dire que quand on a dans des formations des profils très divers, donc si on caricature, hein, des profils qui ont des diplômes plutôt élevés, donc des bac+2, bac+5, voire bac+8, mais qui manquent des pratiques. Et on a aussi des enfants d'agriculteurs donc, qui font ces mêmes formations et qui ont, eux, cette culture pratique, mais qui ont besoin d'apports théoriques. Et donc, tout cas, ces personnes sont dans les mêmes formations, ce qui pose le défi de comment faire pour s'adapter à cette diversité de profils et répondre aux besoins de chacun pour aller vers l'installation. Donc, tout ça constitue des freins, bien évidemment, auxquels essaient de répondre les politiques publiques, et ce qui peut être compliqué aujourd'hui, puisque énormément d'acteurs se préoccupent de cette question, mais souvent chacun un peu avec sa vision de ce qu'il souhaite faire. Alors justement, on va se tourner vers le représentant des politiques publiques. Monsieur Labarthe, est-ce que vous pouvez nous préciser comment la région elle se positionne justement pour soutenir l'installation, et comment elle compose finalement son action avec tous ces nouveaux acteurs qui s'intéressent aux questions foncières, par exemple, ou aux sources de financement. Voilà, comment se positionne la région vis-à-vis de ça? Bonjour à toutes et à tous. Mais écoutez, la région, elle essaye en fait d'avoir un catalogue qui soit beaucoup plus ouvert qu'il n'était à l'époque, puisqu'elle est depuis le 1er janvier 2024 donc autorité de gestion de tout ce qui est lié à l'installation en termes de moyens, donc la DGA, etc. Donc avec ces moyens, on a souhaité justement compléter la boîte à outils. Donc on a l'outil classique, la dotation jeune agriculteur que tout le monde connaît pour les moins de 40 ans, qui peut aider. On a souhaité mettre en place aussi une DNA, dotation nouvel agriculteur, donc qui peut aller d'ailleurs jusqu'à 52 ans. L'un étant calibré à peu près à 30 000 euros pour ce qui est de la DGA en moyenne, et l'autre plutôt à 8 000 euros. C'est pas tout à fait la même forme d'accompagnement, mais en tous les cas, ça permet à tout le monde de rentrer dans le métier. Mais à côté de ça, on a aussi d'autres outils qui sont plutôt innovants. On a monté et mis en place une foncière d'Occitanie qui permet en fait un portage du foncier, un peu comme si vous faisiez un leasing sur une voiture, hein, c'est-à-dire que les 9 premières années, vous ne payez que les frais, et puis au bout, donc vous pouvez acquérir le terrain, défalquer des frais qui ont été générés sur la première période. On a également souhaité mettre en place d'autres outils tels que le fonds Foster, qui vient en fait garantir l'emprunt, parce que on a aussi le sujet de tous les cadres familiaux qui rentrent dans le métier, qui ont besoin de garanties, parce que malheureusement l'agriculture a besoin de capitaux, et ces capitaux, il faut aller chercher les garanties. Et donc la région a mis en place cet outil, Foster, qui peut garantir 80% des emprunts gratuitement. Donc c'est quand même aussi un outil tout à fait intéressant. Bon, à côté d'un panel encore plus complet, mais que je ne pourrais peut-être pas détailler complètement ici, mais en fait on a identifié ces enjeux. Et aujourd'hui, d'ailleurs, quelqu'un en parlait aussi tout à l'heure, on a des bonifications qui vont sur la DGA et la DNA, qui vont concerner, suivant qu'on installe dans zone de montagne, etc., en pleine en production sous signe de qualité. Et puis, on a une bonification féminine aussi, puisque les dames connaissent non pas quelques difficultés, mais en tout cas, c'est moins facile quand on est une femme pour s'installer. Donc, on a une bonification également pour l'installation féminine, qui représente quand même en région 46% des installations. Donc, ça n'est pas rien.
citoyens. Et on continuera donc à compléter bien sûr cette boîte à outils, mais c'est travailler avec le partenariat pour répondre à votre question, que ce soit bien sûr les représentants syndicaux, mais aussi le multi-partenariat qui aujourd'hui est en train de s'étoffer petit à petit et sur lequel bien sûr il faut qu'on puisse lier des conventions et aller chercher les meilleurs leviers pour lever le défi qui est celui d'ailleurs de la région qui compte le plus d'agriculteurs. Mais malheureusement aussi les agriculteurs français qui ont le plus petit revenu. Donc il faut composer avec ça et essayer de continuer à aménager le territoire important de l'agriculture, mais aussi important de la transformation de produits agroalimentaires sur l'ensemble du périmètre de cette grande région pour pouvoir également relever le défi finalement de l'occupation de l'espace et de la vie des territoires. Vous l'avez dit, il y a une question d'installation et de soutenir les personnes hors cadre familial qui constituent ces nouveaux profils, enfin, plus si nouveaux que ça aujourd'hui, mais en tout cas qui ont besoin de soutien. Il y a aussi des installations qui se passent dans le cadre familial, dans des situations de reprise, de transmission d'une exploitation. Alors du coup, je me tourne vers vous, Mathieu Catala, pour vous poser justement une petite question. Vous avez repris l'exploitation de vos parents, vous avez créé quelque chose de différent. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre projet et nous expliquer comment vous concevez justement, vous, la reprise d'une exploitation sur le territoire dans lequel vous êtes ? Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Mathieu Catala, je suis vigneron et j'interviens également sur les problématiques viticoles dans l'Aude. Mon installation elle est assez particulière, ça fait 10 ans maintenant que je suis installé, je me suis installé en 2015. La particularité c'est que je me suis installé quelque part hors cadre familial puisque au début il y a eu un vrai frein familial sur l'installation. Il faut savoir que la viticulture et l'agriculture dans les familles rurales peut être très mal vue. Moi on m'a empêché de faire des études agricoles. On m'a fait un barrage sur ça. Et donc je me suis quand même installé en travaillant un petit peu à côté. J'ai quand même eu la chance d'avoir des emplois en lien avec ça, notamment chez Grancher de France et donc l'INRAE. Et puis finalement j'ai quand même repris quelques années plus tard l'exploitation familiale. Donc c'est pas venu tout seul, ça a été une vraie lutte pour arriver à être reconnu et comme étant sérieux et comme ayant un vrai projet pour le futur. Il faut savoir que le modèle économique de la viticulture audoise est beaucoup basé sur la coopération. Et aujourd'hui, j'ai essayé d'aller un petit peu plus de l'avant, puisqu'on a beaucoup de problématiques sur que ce soit la sécheresse, le climat, les difficultés de production, les coûts de production, la consommation mondiale qui est en baisse sur le vin, hein, puisque l'Aude est un département où on est quand même à 90% sur du viticole, notamment sur l'Est audois. Et donc aujourd'hui, la façon dont j'essaye de faire évoluer cette exploitation, c'est de passer d'une partie qui est 100% coopérative à une partie valorisation de la production qualitativement et aussi historiquement, puisque je fais une cuvée avec laquelle je travaille sur les monuments nationaux avec la cité de Carcassonne. Donc à la fois valoriser notre territoire, notre agriculture, mais aussi notre patrimoine. Donc finalement, si je le dis autrement, vous reprenez une exploitation, mais vous amenez de nouvelles choses, vous la transformez, vous transformez un petit peu les modalités de commercialisation, vous travaillez sur cet enjeu-là, et quelque part, vous êtes en train de reprendre une exploitation sans la reprendre à l'identique. Et ça, il me semble que c'est une grande question qui se pose aujourd'hui, la question de la reprise des exploitations existantes. Qu'est-ce qui peut constituer un frein, justement, pour un jeune qui souhaite s'installer et qui a affaire à un cédant, à quelqu'un qui est proche de l'âge de la retraite, et qui souhaite justement apporter des améliorations. Est-ce que vous pouvez justement parler de ces difficultés et de cette problématique entre cédant et repreneur sur l'orientation productive, sur le modèle ? Alors, les problématiques, enfin, il y a toujours un conflit. Entre générations, tous les jeunes qui se sont installés, il y a quasiment systématiquement un conflit sur la vision d'avenir. La première problématique va être économique. Est-ce qu'on va pouvoir gagner notre vie? Comment on va faire pour gagner notre vie? Donc ça, c'est toujours la question principale. Et ensuite, est-ce qu'on va pouvoir s'intégrer? Effectivement, Cécile a soulevé ça. Est-ce qu'on va pouvoir s'intégrer dans le paysage autour d'autres agriculteurs? Est-ce qu'on va avoir le foncier? Et la nouvelle question qu'on a maintenant, en plus de cette question sociale et économique, c'est la question environnementale. C'est-à-dire, avec le changement climatique, puisqu'il faut savoir que nous, dans le département de l'Aude, les plus 4 degrés, c'est aujourd'hui. Ça fait 3 ans qu'on est passé à plus 4 degrés. Se poser la question, est-ce que c'est pérenne? Quelle culture pour demain? Est-ce qu'on continue à faire les mêmes cultures? Ce n'est pas non seulement la question de la commercialisation, de dire est-ce qu'on utilise les mêmes débouchés, est-ce qu'on fait que de la coopérative, mais c'est aussi de se dire quelles cultures vont être adaptées à demain.
Cécile, justement, sur cette question-là, sur la question de la reprise et des négociations qui peuvent avoir lieu entre le repreneur et le cédant, concernant une transformation peut-être, par exemple, voilà, une transformation d'un bâtiment, ajout, suppression d'un atelier. Est-ce que vous, avec votre regard de sociologue, vous avez des choses à nous apporter là-dessus ? Ça, c'est un véritable enjeu, hein, l'adéquation entre les exploitations à céder et les projets des repreneurs. En fait, aujourd'hui, on constate qu'il y a souvent cette inadéquation-là. Ça s'explique de plusieurs raisons, hein. Donc, la première, j'en ai commencé à en parler, c'est cette diversité des candidats à l'installation. Et il y a 3 choses qui sont assez nouvelles. Donc, c'est un projet qu'on a avec le ministère de l'Agriculture qui finance une étude justement pour qualifier ce qui fait les nouveaux actifs. Ce caractère nouveau, Elsa l'a dit, il y a voilà, beaucoup de profils aujourd'hui qui sont plus si nouveaux que ça, mais ce qui change aujourd'hui, c'est cette question effectivement de l'engouement, donc pour des projets qui vont avoir une valeur agroécologique, environnementale, mais aussi, on le voit avec l'exemple de Mathieu, des projets qui vont rechercher davantage de valeur ajoutée, donc ce qui va fragiliser tous les systèmes de filières en circuit long qu'on connaît, et donc on faisait un petit peu le saut dans l'inconnu, parce qu'on a aussi très peu d'études pour savoir si effectivement tout le monde va rechercher sur les exploitations la valeur ajoutée. Qu'est-ce que le système global, le système agroalimentaire, qu'est-ce qui va devenir. Donc il y a ces 2 points-là. Il y a la question aussi d'un autre rapport au travail qui est recherché dans l'agriculture. Donc finalement, on a des personnes aussi qui peuvent se projeter dans l'agriculture sur des temps très courts. Donc tout ça va modifier finalement cette entrée dans le métier par des personnes qui vont se projeter différemment qu'hier. Et de l'autre côté, on a des cédants donc, qui ont des structures d'exploitation qui sont telles qu'elles sont. Donc on l'a dit, donc des structures capitalistiques assez élevées avec du coup des coûts de reprise qui sont importants et une rentabilité qui n'est pas forcément là, ce qui fait que voilà, y a cette inadéquation avec parfois l'attrait pour la page blanche, c'est-à-dire des gens qui veulent se projeter dans l'agriculture, mais en réinventant tout un système de la production à la commercialisation. Donc tout ça va poser des soucis, d'autant plus que la transmission aujourd'hui est assez peu étudiée. Finalement, il y a des études sur les processus de transmission. Donc il y a des études notamment de Dominique Jacques Jouvenot, donc qui est une sociologue aussi, qui a travaillé sur le processus d'adoption des profils hors cadre familiaux par des cédants, du coup, qui en font carrément un enfant, qui n'est pas du sang, mais finalement qui a une sorte de transmission. Aujourd'hui, quelque chose qui pose question, c'est des dispositifs qui permettent d'accéder au foncier, finalement, avec des organisations qui se positionnent en tiers, avec ce risque aussi d'invisibiliser parfois le cédant, donc pour aller plus vite aussi dans les transmissions, pour répondre plus vite à l'enjeu, mais donc qui pose toute cette question de la transmission. Donc comment on fait pour transmettre non seulement un outil, mais aussi des savoir-faire, une vision du monde, etc. Donc tout ça aujourd'hui est vraiment perturbé par donc cette double chose du changement dans les profils et les projets et ces structures d'exploitation qui sont pas forcément voilà, parce que j'ai l'habitude de dire on pourrait avoir la meilleure politique d'installation du monde si derrière il n'y a pas de revenus sur les exploitations, les gens vont pas forcément s'installer. Donc voilà, tout ça est en tension aujourd'hui. Justement, Monsieur Labarthe, qu'est-ce que là encore la région propose pour peut-être accompagner ces difficultés et accompagner la transmission, accompagner ce processus qui est long, qui demande parfois beaucoup aussi d'être anticipé pour les cédants. Est-ce que vous avez en tête des dispositifs ou des structures qui permettent d'accompagner cette transmission ? Alors, on vient d'en mettre un en place, justement, dans le processus d'installation et dans le catalogue que je vous ai évoqué. C'est l'accompagnement des cédants, de façon à ce qu'on puisse suffisamment tôt réfléchir à la manière de transmettre. Parce que Mathieu a raison, mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. Les conflits de génération, ils ont toujours existé. Et heureusement que les jeunes ne veulent pas faire comme les anciens. Mais au-delà de ça, il y a quand même d'autres sujets qui se posent avec le modèle qui est réinterrogé d'un point de vue global, et qui va l'être probablement sur la PAC qu'on est en train de vivre, mais probablement sur la future PAC. On a d'ailleurs commencé, pour ce qui nous concerne, à y travailler, parce qu'il y aura un véritable sujet sur le modèle. Comment est-ce que l'agriculture va être aidée ? Parce que ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est qu'il n'y a pas d'agriculture s'il n'y a pas de PAC. Je crois qu'il faut être très clair là-dessus. La PAC, les revenus de la PAC dépassent très largement le revenu agricole de la région. Donc s'il n'y a plus de PAC, il n'y a plus de revenus. S'il n'y a plus d'aide, il n'y a plus de revenus, dans la plupart des productions. Donc c'est quand même un véritable sujet. Après, il y a le modèle qui a couru sur ces dernières décennies, et notamment depuis la PAC 92, pas pour toutes les productions, je ne parle pas de la vitie, mais sur l'ensemble des autres productions quasiment, c'est finalement l'agrandissement.
Et un agriculteur, il ne réfléchissait pas à sa suite, parce qu'il savait, quand il n'avait pas de succession, que son voisin pouvait le prendre pour agrandir. Alors, le problème, c'est qu'on est, je crois, aujourd'hui à la quasi-limite de ce sujet, notamment sur des territoires comme celui que connaît Clémence ou celui que je connais bien. C'est-à-dire qu'on va garder que ce qui est mécanisable et malheureusement, on va abandonner tout ce qui est un peu plus contraignant. Et là, il y a d'autres enjeux, la production de biens publics, le paysage, tout ça qui sont interrogés. Et il faut donc que la puissance publique et tous les partenaires qui sont intéressés par ce sujet puissent se mettre autour et essayer de conserver à la fois la valeur ajoutée, parce que ça c'est essentiel, qui est produite par l'agriculture, mais aussi cette production de biens publics qu'il va falloir chercher à rémunérer peut-être d'une autre manière, de façon à ce qu'on puisse tenir encore une fois une agriculture dynamique sur nos territoires. Je vous rappelle que la région Occitanie, c'est la première région d'Europe en production de soucine de qualité. On en compte 254 quand l'Europe entière en compte 1300. Donc c'est des petits terroirs, c'est des petites pratiques, mais c'est aussi finalement la valeur ajoutée qu'on a sur notre grand territoire occitan et qui va servir à la fois la manière de vivre, mais également les questions touristiques et bien d'autres sujets. Donc par rapport à ça, effectivement, il faut qu'on soit très vigilant et qu'on soit vraiment inventif et avoir à l'esprit que le modèle va forcément changer. Parce que l'agrandissement, on n'est pas dans d'autres régions françaises que je ne citerai pas, mais on n'est pas dans un modèle qui peut toujours croître avec toujours moins d'hommes finalement dans le système. Une question de modèle qui aussi est rediscutée au moment justement de cet échange humain entre le cédant et le repreneur. Et on voit bien que la région se positionne justement pour soutenir les cédants. Une question que je me pose, c'est comment on fait pour accompagner des personnes qui ont des difficultés justement à se projeter dans la transmission et comment on met en relation les personnes qui souhaitent reprendre une exploitation avec les personnes qui souhaitent la transmettre. Est-ce que vous avez en tête des dispositifs, peut-être que Clémence, des choses qui existent, qui peuvent justement venir se mettre à cet endroit-là, soutenir cette rencontre ? Aujourd'hui, oui. Alors, dans plusieurs départements, il me semble, mais au moins en Aveyron, il existe le répertoire départ installation, donc qui permet à toutes les personnes qui cherchent un associé ou qui cherchent un futur repreneur pour pouvoir partir en retraite d'inscrire leur exploitation sur ce répertoire avec les photos, toute la description de l'exploitation et de la production qui est mise en place à ce moment-là. Et en fait, on s'aperçoit de plus en plus, alors chez nous en Aveyron, il est plein ce répertoire, il y a énormément d'exploitations qui sont inscrites dessus, et on s'aperçoit finalement, en déroulant les descriptions des exploitants agricoles, que plus on va vers la fin de la description, plus en fait au départ tout paraît tout beau, tout rose, ça a l'air idéal pour la personne qui veut s'installer avec son futur projet. Et en fait, plus on déroule, plus on s'aperçoit finalement qu'il va falloir que tout reste comme ça, que la production, que ce qui est demandé par le cédant, c'est ça, c'est que la production elle soit intacte, que le système mis en place aujourd'hui reste le même. Et tout ça, pour moi, ça évoque principalement, parce qu'on parle depuis tout à l'heure par rapport à la transmission, de tout ce qui est le volet économique, tout ce qui est la reprise au niveau des capitaux, mais un truc que je trouve qu'on oublie et qui, moi, me parle beaucoup, c'est le côté très humain. Aujourd'hui, on est sur des générations où les gens qui sont agriculteurs qui ont 50, 60, 70, 75 ans, 80 ans pour certains, sont là depuis toujours. En fait, depuis toute leur vie, ils sont sur leur ferme. Ils se lèvent tous les matins, 365 jours par an. Et en fait, du jour au lendemain, on leur demande de ne plus rien faire. On leur demande d'envisager de transmettre tout ce qui est finalement leur vie, puisqu'on sait très bien que dans nos métiers, notre vie privée, notre vie professionnelle est difficilement séparable. On peut y arriver, on essaie de le mettre en place, mais c'est assez compliqué. Et donc, en fait, pour moi, il y a un accompagnement humain, au-delà d'un accompagnement économique, d'un accompagnement comment on transmet, qui est très juridique, qui est très fiscaliste, qui est un accompagnement en fait, qui doit être très humain, en fait, pour dire du coup demain au cédant, qu'il puisse s'imaginer qu'est-ce que je vais faire de mes journées. Demain matin, je suis à la retraite, je me lève, qu'est-ce que je vais faire en fait ? Parce qu'aujourd'hui, alors chez nous, c'est beaucoup d'élevage en Aveyron, mais aujourd'hui, c'est son exploitation qui le fait se lever tous les matins. Et demain, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi mon nouveau projet ? C'est quoi qui va me faire me lever ? Et on n'est pas sur des générations où ils ont envisagé les choses comme ça. Il me semble justement, pour avoir étudié un peu le sujet, que la question aussi du lieu d'habitation pour la personne qui va céder son exploitation est essentielle. Et du lieu d'habitation aussi pour les personnes qui souhaitent s'installer et qui parfois ne peuvent pas du coup s'installer sur la ferme parce qu'il y a encore des gens dedans et qui doivent s'installer un peu plus loin, donc envisager des déplacements, etc. Et donc on voit bien que là encore la question
la question humaine, finalement, la question sociale derrière est extrêmement importante. Est-ce que Mathieu, vous, ça c'est quelque chose que vous voyez aussi dans l'Aude, ces difficultés à partir finalement de son exploitation, difficultés à s'installer, à trouver un lieu pour s'établir? Alors, sur le lieu de vie, il faut savoir que comme on est surtout viticole, on n'a pas forcément la même vision ni la même problématique que sur de l'élevage, puisque l'élevage, vraiment, comme on se lève tous les matins et que c'est fixe pour aller traire les vaches, par exemple, c'est vraiment essentiel. Sur le viticole, c'est moins essentiel, on est un peu plus flexible sur les horaires de travail. Par contre, effectivement, sur la question de la reprise et des anciens agriculteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont être à la retraite? C'est un peu différent puisque il faut savoir que l'Aude est le département champion de l'arrachage définitif. On est en train d'arracher à tour de bras les vignes et donc on ne parle pas trop de reprise. Les anciens pensent surtout à partir à la retraite en ayant les poches remplies et donc on ne pense pas trop. C'est pas trop un problème, c'est différent. La problématique viticole, encore une fois, est un peu différente. Je comprends. Et si on prend une perspective plus large, justement, cette difficulté à la transmission, cette difficulté du coup à se mettre en relation avec des futurs repreneurs, donc il y a des dimensions économiques, Cécile, vous pourriez le dire comme ça, des dimensions justement humaines, sociales, des dimensions qui relèvent de l'habitation. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques ou d'autres choses qu'on n'aurait peut-être pas abordées dans ces difficultés? Non, je pense que ça, c'est l'essentiel. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'installation, elle est au carrefour finalement de plein d'enjeux. Enfin, il faut redéfinir le modèle agricole parce qu'il atteint des limites liées à justement cette inadéquation entre cédants-repreneurs qu'on peut observer. L'installation, les terres agricoles, aujourd'hui, il y a énormément d'usages aussi qui viennent concurrencer l'agriculture, que ce soit la production d'énergie, la préservation de la nature, etc. Donc finalement, il faut repenser l'installation dans une complexité assez folle. Donc finalement... réfléchir aux questions d'installation, ça demande effectivement de parler de l'économique, de l'humain, du social et du territorial, et voilà, de l'environnement. Donc aujourd'hui, voilà, on n'est pas trop à travailler sur cette question-là. Pour moi, l'enjeu principal, c'est aujourd'hui de coordonner tous ces acteurs-là qui se préoccupent de cette question-là avec des points de vue différents pour faire émerger une solution, ou des solutions, parce qu'il n'y aura pas qu'un seul modèle et qu'un seul type d'agriculture et qu'un seul type d'installation de transmission. Et justement, pour coordonner les acteurs, et ce sera le mot de la fin, parce qu'il nous reste 2 minutes, Monsieur Labarthe, est-ce que la région se pense comme le fédérateur de tous ces acteurs? Il en existe de nombreux acteurs qui participent à l'accompagnement des cédants, l'accompagnement de l'installation, à la formation. Comment la région se positionne justement là-dedans? Est-ce qu'elle a un rôle d'observateur en disant on laisse faire et on voit les initiatives intéressantes qui émergent? On met un pied justement dans cet engrenage-là pour résoudre justement des problématiques, des tensions qu'il peut y avoir aussi entre acteurs au sujet du modèle agricole et des dynamiques d'installation? Oui, alors pour le coup, on a choisi d'être acteur, donc on travaille très bien, je crois, avec le partenariat. Il n'y a pas que des moments faciles, hein. Il faut qu'on soit très clair. Mais en tous les cas, on a souhaité être acteur en définissant d'abord le modèle sur lequel nous voulions finalement porter les moyens, en embarquant un maximum, parce qu'on n'a pas cité là dans le débat les collectivités territoriales qui... aujourd'hui, peuvent avoir un rôle à jouer. Et pour certaines, alors j'ai vu tout à l'heure d'ailleurs le Sicoval, pour certaines ont envie de jouer un rôle. Ces collectivités territoriales, ça peut être la commune, mais c'est souvent les communautés de communes qui ont la compétence économie. Ça peut être les départements aussi, suivant les moyens qu'on va leur laisser d'ailleurs. Mais en tous les cas, il y a une nouvelle équation qui est en train de se mettre en place. Nous, ce à quoi nous sommes extrêmement attachés, c'est la place de l'homme dans le système. Ce qu'on a malheureusement un peu oublié. Nous avons d'ailleurs lancé les contrats d'agriculture durable qui permettent aux exploitants de faire un pas de côté. On leur donne un financement pour 4 jours de travail autour de ça, pour faire un pas de côté et s'interroger sur le modèle de son exploitation par rapport justement aux questions soit du climat, soit de la surcharge de travail, soit d'un changement de pratiques culturelles, etc. Mais en tous les cas, il faut leur donner les moyens de remettre l'homme dans le système parce que
l'agriculture qui était, qu'elle soit familiale, qu'elle soit coopérative, c'était quand même un ensemble d'hommes autour de ce métier. Et aujourd'hui, on voit quand même qu'elle individualise de plus en plus et elle conduit malheureusement à des situations qui parfois peuvent devenir critiques. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir remettre du sens à partir de l'être humain au milieu du système. Et j'espère que nous y arriverons parce que c'est, de mon point de vue, complètement essentiel, surtout dans une agriculture comme celle qu'on connaît en Occitanie. Eh bien, merci pour cette conclusion. On va remettre de l'humain, remettre du sens, remettre de l'accompagnement, remettre les questions aussi écologiques peut-être au cœur des dynamiques d'installation et de transmission. En tout cas, merci beaucoup à tous et à toutes pour cet échange. Merci à vous pour votre écoute.